La taberna Sociedad de Plateros en María Auxiliadora se ha convertido en un lugar imprescindible para la gastronomía cordobesa. A una solera, calidad, exquisitez y buen gusto. La amplia carta de platos con especial atención al bacalao, el ambiente familiar de su taberna, el embrujo de sus salones o el misterio de la centenaria bodega son rincones incomparables de una Córdoba para disfrutar. Taberna Sociedad de Plateros María Auxiliadora. Formamos parte de la historia de Córdoba. Je crois qu'on vole, les gars. Faut pas rêver! L'une des plus belles villes d'Andalousie, mais pour s'y retrouver dans les dédales de la vieille ville, mieux vaut rester concentré. D'autant plus que mon rendez-vous risque de ne pas m'attendre. Manuel Bordalo est le grand spécialiste des tapas, le meilleur paraît-il. Et avec lui, pas question de rater le marché pour le service du midi. La primera. Ce qui est bien sur ce marché, c'est que l'on trouve de tout. Dans les boutiques du quartier, il y a moins de marchandises. Et ici, on a le choix. C'est bien mieux. Le jambon, c'est un produit très espagnol, très andalou, très cordouan aussi. Ici, c'est dans le quartier de Pedroches que l'on fait le meilleur jambon du monde. Le meilleur du monde? Oui, parce que les cochons sont élevés dans nos montagnes et nourris avec des glands. Et vous, lequel vous préférez? Ce que je préfère, c'est celui-ci. Et tu sais, manger du jambon, c'est non seulement du plaisir, mais c'est aussi bon pour la santé. Si vous mangez une petite assiette de jambon tous les jours, vous ne vous enrhumerez pas de toute l'année. J'ai faim. Non, on va manger. Bonjour Pilar, c'est mon tour? Ça a quel goût? Goûtez-en une et vous me direz comment vous la trouvez. Elles sont très bonnes. Alors, des tomates pour le salmorero. Mettez-moi 1 ou 2 kilos. Ça sent bon. Si. Tania, on va d'abord faire le salmorero de Cordoue. Oui. Les ingrédients de base sont le sel, ail, pain. tomates et huile d'olive extra. La cuisine fait totalement partie de la culture ici. Ici et dans le monde entier, c'est la base. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Je peux vous aider? Bien sûr. Avant, le salmorero se faisait à la main au mortier. Mais maintenant, avec cette machine, ça n'est plus la peine. C'est bien comme ça? Chef. Allez, on allume le feu. C'est parfait. La façon de manger ici est très différente de la nôtre en France. C'est une façon de manger. Je crois que ça vient de coutumes qui remontent aux Romains. Vous savez d'où vient cette tradition? Comme vous le savez, les Romains mangeaient déjà sous forme de buffet. Et après, quand les Arabes, les musulmans sont venus ici, eux aussi mangeaient dans un plat au centre. C'était une façon de partager. Bon, on va remuer tout ça, sinon l'heure passe et on n'aura pas le temps de tout finir. Oui, pardon. Je parle beaucoup. Après, on va aller manger, non? Il y a du rythme dans cette cuisine. Il faut que ce soit comme ça, sinon... C'est comme de la musique.
C'est un plat typiquement de Cordoue, andalou, on va dire. Non, de Cordoue, de Cordoue. Salmorejo de Cordoue. Non, c'est un salmorejo de Cordoue. Donc c'est le salmonero de Cordoue. C'est très bon. Vous avez tout mangé? Oui, tout. Nous avons le temps, non? Oui, on a toute la vie devant nous. C'est comme ça que les gens mangent ici, non? Ici, en Andalousie, on a un dicton. Quand quelqu'un vous dit « on n'a jamais mangé ensemble », ça veut dire que nous ne sommes pas amis. Il faut partager une assiette de nourriture. Et pour dire à quelqu'un qu'il a été trop familier, on dit aussi « on n'a jamais mangé ensemble ». En fait, ça veut dire qu'on n'a vraiment rien à partager. On vient de le voir, hein, l'Espagne n'a rien à envier aux autres pays en termes de gastronomie. Et l'Espagne va même plus loin parce qu'aujourd'hui, elle se pose en leader de la nouvelle cuisine, celle qu'on appelle la cuisine moléculaire. Et c'est à Saint-Sébastien, au Pays Basque, que nous allons déguster les tapas New Look. Voilà. Il fait chaud ce matin. Le thermomètre flirte avec les 38 degrés. Mais les ruelles gardent encore un peu de fraîcheur. On entend les gens qui parlent dans les maisons. Cette ville multifacette est difficile à cerner pour moi. C'est Julio Anguita, autrefois maire de Cordoue, qui va me guider dans ce véritable labyrinthe. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Cordoue, à un moment donné de son histoire, a été une ville musulmane, catholique et juive, non? Ici, 3 religions vivaient ensemble il y a un millier d'années. Le vendredi, les musulmans ne travaillaient pas, c'était férié. Le samedi, les juifs ne travaillaient pas. Et le dimanche, les chrétiens ne travaillaient pas. D'une façon générale, les relations étaient, si ce n'est cordiales, mais tout du moins tolérantes. Et c'était le centre culturel de toute l'Europe. Qui a construit Cordoue? Le temps. Le temps. Vous êtes dans la vieille ville, la trame du vieux Cordoue. Ses rues, ses places, est exactement pareille que celle du 8e, 9e ou 10e siècle. Mis à part quelques places qui ont été créées plus tard, ça n'a pas changé. Esto sí es igual. Mirad esta plaza. Regardez cette petite place. Regardez. C'est magnifique. Wow. Écoutez, ici la nuit, vous comprendrez pourquoi je vous ai dit avant que le secret de Cordoue était le silence et l'eau. Et avec le parfum des fleurs, c'est parfait. On l'appelle la rue du foulard parce que si l'on déplie un de ces foulards que l'on met autour du cou, il mesure la même chose que la largeur de ces petites rues. Ici, le foulard. Le foulard. Pas plus. Mettez votre main. Vous verrez comme elle est fraîche. Elle n'est pas froide, elle est fraîche. Pas froide, juste fraîche. C'est une ville pour réfléchir, pour penser et pour respirer. C'est vrai que cette ville nous transporte. Et pour ajouter à cette magie, le joyau de Cordoue, la Mesquita. Il y a plus de 1000 ans, elle fut la plus grande mosquée du monde. Elle pouvait accueillir jusqu'à 15 000 fidèles. Des 1013 colonnes, il en reste encore 856 et elles sont toutes différentes. Ce sanctuaire est symbolique de toutes les luttes entre l'islam et la chrétienté, chacun détruisant ce que l'autre avait édifié. Et pourtant, en 1236, le roi épargna la mosquée
mais fit construire une cathédrale en forme de croix latine, extraordinaire intrusion au cœur même de la mesquita, d'où ce curieux nom de mosquée-cathédrale. Aujourd'hui, la croix du Christ côtoie ce magnifique mihrab où l'imam guidait ses fidèles. Curieuse sensation et sentiment de plénitude, une invitation à la sérénité. C'est vraiment très beau, c'est magique. De toute façon,